vient se greffer à cette histoire longue et classique des poudres, des explosifs, une autre histoire, spécifiquement liée aux guerres mondiales, et pour tout dire, produite par la spécificité de ces guerres. C'est l'histoire des gaz de combat. Ces gaz furent les produits de circonstances idéologiques particulières. Ils n'existaient pas avant-guerre et pratiquement du jour au lendemain, à la mi-1915, firent naître un secteur industriel entier. Même si leur composition chimique était différente et s'ils procédaient d'utilisation et de circonstances idéologiques différentes, pendant la Seconde Guerre mondiale, les gaz d'extermination procédèrent aussi des gaz de combat, de par leur emploi, l'asphyxie massive de populations militaires ou civiles, de par leur histoire, comme on le verra, voire de leur composition chimique. Alors nous allons examiner, si vous voulez, ces grands moments, ces grands secteurs de l'industrie chimique et de la guerre, de l'industrie chimique, de la science et de la guerre, d'abord en nous concentrant sur la production de poudre et d'explosifs. Cette question de la production de poudre et d'explosifs a été globalement sous-estimée par les historiens des sciences et les historiens des guerres, tant du point de vue des stratégies militaires que des aspects industriels et scientifiques proprement dits. Par contraste, la métallurgie, la physique ont fait l'objet de travaux plus importants, relatifs, par exemple, à la fabrication en masse de projectiles, de camions, de chars, de navires et d'avions. On pourrait avancer d'ailleurs que c'est toute l'histoire de la chimie industrielle qui est trop délaissée, de telle sorte qu'un pan entier de la compréhension des guerres demeure dans une relative obscurité. Alors, le premier élément, si vous voulez, de la séquence temporelle qui permet de saisir les mutations des produits, des procédés chimiques, du travail, en liaison avec les attentes des commanditaires militaires, cette première séquence débute au milieu du XIXe siècle avec la mise au point des explosifs qu'on appelle les explosifs nitratés. En effet, la mise au point de ces explosifs bouleverse l'industrie chimique et introduit des réorganisations industrielles de grande ampleur et propose des produits d'une puissance jusqu'alors inconnue qui signent la fin de la traditionnelle poudre noire. La mise au point des explosifs nitratés au milieu du XIXe siècle, suivie par la dynamite, inventée par le chimiste suédois Alfred Nobel en 1866, est un moment essentiel de l'histoire des guerres. Alors, au départ, l'invention de la nitroglycérine, sa stabilisation répondait à des demandes pour bonne part civile dans les années 1840, avec les mines, les travaux publics liés au réseau ferroviaire en développement. Par contre, l'invention de la poudre sans fumée dans les années 1880 par un ingénieur français, Paul Vieille, et également par un chimiste britannique, Frédéric Abel, répondait directement aux besoins militaires. La poudre sans fumée, qu'on appelle aussi la nitrocellulose, est fabriquée à partir de coton ou de pulpe de bois imprégné d'acide nitrique et sulfurique, ainsi que de différents produits stabilisateurs que l'on presse, sèche et débite en grains de calibre variés. Par contraste, auparavant, la poudre noire avait pour inconvénient principal celui de perdre l'essentiel de son énergie en fumée. Et donc, dans les guerres, les canons libéraient une grosse fumée qui permettait de repérer la position des batteries ennemies. Tandis que la poudre sans fumée se consume presque entièrement lors de la déflagration. Donc très peu de fumée après, ce qui est très discret pour le tir, et l'énergie est plus forte. La nouvelle poudre remplaça donc rapidement la poudre noire comme propulsif. En ce qui concerne ce qu'on appelle les agents propulsifs, les agents explosifs, ce qui est contenu dans les obus, la poudre noire fut également remplacée par des produits dérivés des colorants synthétiques, en particulier ce qu'on appelait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle la mélinite, qui était dérivé d'un colorant jaune, l'acide picrique, mais aussi le fameux TNT, un des explosifs puissants tout au long du XXe siècle. Le TNT est au départ un colorant jaune apparu vers 1904. La guerre des bourgs et la guerre d'Espagne, au tournant des 2 siècles, fournirent l'occasion de tester différents explosifs et poudres sans fumée, et consacrèrent la fin de la poudre noire, qui avait été utilisée en Europe depuis la guerre de 100 ans, et depuis bien plus longtemps en Chine et dans le monde arabe. Les champs de bataille du XXe siècle furent donc marqués par l'emploi d'explosifs nouveaux, beaucoup plus puissants que la poudre noire,
pouvant être produits en quantité immense, ce qui permet l'utilisation de pièces d'artillerie de très fort diamètre et d'obus dont la précision et les capacités de perforation étaient sans commune mesure avec les projectiles à poudre noire. La poudre sans fumée permet en particulier la mise en œuvre de tirs masqués, rendant les batteries bien moins vulnérables que par le passé. Elle permet aussi l'augmentation de la cadence et de la portée des canons, entre 5 et 10 km pendant la Première Guerre mondiale, 20 km pendant la Seconde. La balistique et l'artillerie furent donc transformées en profondeur et changèrent la tactique et la stratégie militaire. L'école de l'obus, pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'école par laquelle la bataille doit se gagner par des longues préparations d'artillerie. Certes, au cours du XXe siècle, l'efficacité et la facilité de manipulation des produits propulsifs et explosifs ont largement cru en ajoutant des produits qui permettaient en particulier d'éliminer le flash de départ. Ça, c'était un des grands travaux des chimistes au XXe siècle. Le flash des canons a été éliminé progressivement. Pour les autres, de perforer certains blindages particulièrement épais. Mais l'essentiel est à peu près en place peu avant la Première Guerre mondiale. La fin de la poudre noire s'accompagna aussi de transformations industrielles et scientifiques majeures. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la poudre noire était fabriquée de manière semi-artisanale, par petites quantités, dans des ateliers isolés, bien isolés les uns des autres, pour qu'en cas d'explosion, ce ne soit pas l'essentiel du site de l'usine qui explose. La fabrication de poudre noire était dangereuse. Les employés travaillaient et vivaient à distance des centres-villes, dans des isolats socio-professionnels spécifiques. Par contraste, les nouvelles poudres explosives relevaient d'une chimie plus avancée d'un point de vue scientifique et fortement capitalistique. Surtout, les poudres et explosifs se trouvaient désormais liés au grand courant d'innovation de la chimie mondiale, tant du point de vue des produits, la chimie des colorants par exemple, que du point de vue des procédés, avec la production chimique à flux continu. Certes, le danger de fabrication existait toujours. L'histoire des usines de poudre et d'explosifs est rythmée par des accidents industriels. Et les savoir-faire ouvriers anciens, patiemment accumulés, ne se trouvèrent pas invalidés par l'apparition des nouveaux explosifs. Mais ceux-ci ne constituaient plus qu'une gamme parmi d'autres dans l'éventail de plus en plus large des produits nitratés. Dans tous les cas, l'intégration de la chimie à vocation militaire dans les courants dynamiques de la science chimique mondiale eut pour conséquence l'accélération des échanges de personnel et de savoir-faire entre les différents secteurs civils et militaires de l'industrie chimique. Ce fut le cas lors des moments d'urgence de la guerre, lorsque la fine fleur de la chimie mondiale se trouva mobilisée au service de l'armement. Parmi ces chimistes se trouvaient des chimistes organistes qui, par exemple, n'avaient travaillé que sur les colorants avant la Première Guerre mondiale, ou encore des spécialistes d'électrochimie, jusque-là ignorant des usages militaires. La mise au point et la production de poudre et d'explosifs relevaient d'une chimie non spécifique et, à ce titre, étaient susceptibles de mobiliser une main-d'œuvre scientifique et technique non spécifique. Parmi les 2500 chimistes français en 1914, 800 furent mobilisés dans le service des poudres, tandis que l'Allemagne, de son côté, mobilisait plusieurs dizaines de milliers de chimistes. Aux États-Unis, les chimistes furent également mobilisés par l'intermédiaire de leurs associations professionnelles. Les grandes firmes chimiques, elles aussi, étaient liées aux militaires, et ce, 2 avant la Première Guerre mondiale. On trouvait dans certains pays des firmes privées où des chimistes travaillaient à fournir des produits aux militaires. C'est le cas de l'Allemagne ou des États-Unis, où la firme Dupont de Nemours fut créée en 1802 à l'instigation de Jefferson pour fournir de la poudre à l'armée de la Jeune République. En 1903, Dupont contrôlait 70% du marché de la poudre sans fumée. En Grande-Bretagne, on trouvait plusieurs fabricants indépendants réunis sous la bannière de Nobel Industries en 1918. Dans certains pays, on trouvait des poudreries nationales contrôlées par les États. C'est le cas de la France, avec la poudrerie nationale, anciennement Régie des poudres, créée par Turgot en 1775 et dont Lavoisier avait été l'un des régisseurs et qui possédait plusieurs unités de production au Ripon, dans le centre de la France ou dans la banlieue de Paris, à Sevran. En tout cas, la chimie industrielle participe d'un mouvement général à la fin du XIXe siècle. La montée en puissance des États, en particulier de leurs capacités militaires,
dans le cadre des rivalités impériales. Autant, peut-être plus que dans d'autres industries majeures, la chimie s'impose comme une industrie stratégique. L'ingénieur lyonnais Victor Cambon, qui visite l'Allemagne à plusieurs reprises au début du XXe siècle, tire la sonnette d'alarme dans ses livres. La chimie allemande, écrit-il, est si avancée que l'armée du Reich disposera d'explosifs puissants en quantité illimitée. Il est temps, estime-t-il, que la France entreprenne un effort comparable pour tenir le choc. Cambon entend être un observateur patriote, soucieux de mieux informer les Français sur, le titre de son livre est ainsi, les derniers progrès de l'Allemagne. Pour lui, la science chimique doit d'abord être au service de la nation et de la guerre qui se prépare. En Allemagne, les dirigeants des principales firmes chimiques entretiennent des liens étroits avec les hommes politiques de l'état-major. Aux États-Unis, les étudiants en chimie suivent les formations d'officiers de réserve et l'industrie chimique se mettra rapidement au service de la production de guerre en 1914 et en 1940. Dans tous les cas, l'état des forces nationales en 1914 ne fut pas bouleversé par la Première Guerre mondiale. La suprématie allemande en chimie se trouva confirmée par la guerre, tandis que les pays dont l'industrie chimique était peu avancée, comme la Russie, ou bien en déclin, comme la Grande-Bretagne, n'inversèrent pas la tendance. La Grande Guerre confirma, si vous voulez, les tendances lourdes amorcées auparavant, y compris la montée en puissance de l'industrie chimique et de la science chimique américaine, déjà notable vers 1910. Par contraste, la Deuxième Guerre mondiale redistribua les cartes en affaiblissant gravement les industries chimiques européennes, tout en plaçant la chimie américaine au firmament de sa puissance. En 1918, les grandes installations de BASF, Bayer et Hoechst en Allemagne, qui faisaient l'admiration du monde entier, étaient intactes et bien supérieures à ce qu'elles avaient été en 1914, tandis qu'en 1945, la plupart des grandes usines d'Ige-Farben, qui rassemblaient les trois firmes prénommées, y compris le complexe industriel géant de la Leuna, qui fabriquait de l'essence synthétique pour les divisions blindées du Troisième Reich et qui avait tant impressionné Cambon, étaient rasées. La chimie allemande était si puissante que seules des destructions massives par bombardement, puis par démontage d'usines en réparation de guerre pouvaient la mettre à genoux. De ce point de vue, la Première Guerre mondiale entérina un développement historique d'un demi-siècle complètement centré sur l'Europe, tandis que la seconde mit fin à ce même développement en basculant le centre de gravité de la chimie mondiale vers les États-Unis, un basculement non irréversible du reste. Les firmes qui bénéficièrent le plus de la guerre étaient les plus importantes avant-guerre. La guerre favorisa les firmes géantes, celles qui étaient capables de rassembler plusieurs centaines de chimistes sous leur égide. La conclusion de la Grande Guerre fut bien le mouvement de concentration de l'industrie européenne des années 20, avec la création de l'Ige-Farben en 1925 et de la firme ICI en Grande-Bretagne en 1926, constituée à partir de 4 firmes chimiques, dont Nobel Industries. Les guerres mondiales constituèrent donc des moments d'intensification scientifique, productive et commerciale. La France et la Grande-Bretagne, qui passent commande dès 1914 de poudre sans fumée à Dupont, organisent des norias de navires pour acheminer les produits vers l'Europe à un moment où les Alliés, qui n'avaient pas prévu une guerre longue, doivent se réorganiser pour durer. De nouvelles usines doivent être construites en un temps record. Des milliers d'employés engagés, les étudiants en chimie travaillent à la guerre. Des commandes énormes de nitrate, de soufre, de coton, de glycérine, d'acides variés sont engagées. En même temps, des usines de poudre sont mises en chantier un peu partout. En France, par exemple, de préférence à distance des frontières de l'Est, à Bergerac, à Angoulême, à Toulouse. La question de la production scientifique et de l'approvisionnement industriel en poudre devient centrale pour les états-majors européens fin 1914. Pourtant, dans les premiers jours de la guerre, les états-majors alliés découvrent la puissance meurtrière du feu. Du côté des Français en particulier, la stratégie et la tactique ne tenaient pas compte des progrès de l'artillerie lourde de campagne. En 1914, ni les Français ni les Britanniques ne disposaient de pièces d'artillerie lourde, à l'exception de l'artillerie de siège. Il en alla autrement en 1918 et a fortiori en 1940, puisque les principaux belligérants avaient alors constitué des stocks énormes de poudre et d'explosifs au service d'une artillerie réorganisée. Le deuxième élément qui me paraît caractéristique de la science chimique et de la guerre, c'est la production
non pas de poudre et d'explosifs, avec cette intensification scientifique et industrielle que je viens de décrire, mais la production de produits nouveaux, de produits synthétiques en particulier. Ces produits permettaient de pallier l'interruption des approvisionnements en produits naturels. Le cas le mieux documenté, et le plus essentiel peut-être, c'est celui de l'ammoniac de synthèse. La synthèse de l'ammoniac, c'est certainement l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'industrie moderne. Un moment qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une très grande attention historienne. L'ammoniac est un produit de base nécessaire à la fabrication d'engrais, comme le chimiste allemand Liebig l'avait démontré dès le milieu du XIXe siècle, ainsi que d'explosifs. Or, à la fin du XIXe siècle, l'invention d'un procédé de fabrication économique et commode de l'ammoniac mobilisait la fine fleur de la chimie mondiale. Dans le contexte de l'exacerbation des rivalités entre grandes puissances européennes et de leur accroissement démographique, l'ammoniac était considéré comme un produit crucial pour répondre aux besoins des armées et des populations, fabriquer des explosifs et fabriquer de l'engrais pour augmenter la production agricole. Le procédé de fabrication d'ammoniac, alors le plus couramment utilisé, consistait à traiter les nitrates du Chili, les nitrates naturels, dont les réserves abondantes n'étaient pas inépuisables, comme on s'en rendait compte alors. Le reste des besoins était couvert sous forme de distillation de houille, mais c'était relativement marginal. Or, les chimistes savaient que l'air contenait une grande proportion d'azote, à peu près 80%, mais jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne savait pas fixer l'azote et ensuite le convertir en ammoniac. Une première étape importante fut donc franchie avec la liquéfaction de l'air réalisée par le chimiste allemand von Linde en 1898, qui permettait d'obtenir de l'azote, suivi par le français Georges Claude, qui a fondé la société L'Air Liquide en 1902. Mieux, en 1908, un chimiste et un ingénieur métallurgiste de BASF, le chimiste s'appelait Fritz Haber, et je vais beaucoup en parler, l'ingénieur s'appelait Karl Bosch, futur président d'Iggy Farben, réussirent à fabriquer, après plusieurs années de recherche, de l'ammoniac synthétique. En combinant de l'azote et de l'hydrogène, dans une cuve sous pression, on pouvait produire autant d'engrais nitratés ou d'acide nitrique pour les explosifs que l'on voulait. On pouvait désormais, selon la fameuse formule, fabriquer du pain à partir de l'air. Cette réussite scientifique et technique assura la fortune de BASF et celle de Haber, nommé en 1912 directeur du prestigieux Kaiser Wilhelm Institute de Berlin et prix Nobel de chimie en 1919, prix Nobel très controversé d'ailleurs, mais il l'obtient en récompense de ses travaux sur l'ammoniac. Prix Nobel controversé, disais-je, car la France et la Grande-Bretagne protestèrent vigoureusement au motif que Haber avait mis au point les gaz de combat pendant la guerre. Bosch, lui, l'obtient quelques années plus tard, en 1931. La synthèse de l'ammoniac fut un moment décisif de l'histoire de la chimie industrielle. Elle était assez simple à réaliser d'un point de vue chimique, mais il en allait autrement du point de vue des contraintes métallurgiques. Il fallait construire des compresseurs pour mélanger l'hydrogène et l'azote, et qui étaient énormes. Les premiers pesaient 65 tonnes chacun, avec des parois d'acier croupe épaisses d'1 mètre. Le coût de fonctionnement de ces usines était assez faible, mais le capital immobilisé était très élevé. Il est probable que sans ce procédé, les armées allemandes n'auraient pas pu combattre jusqu'en 1918. Si l'on ajoute à cela le rôle de Haber dans la guerre chimique, on comprend l'importance de ces savants, à la fois engagés dans des travaux théoriques et expérimentaux, en étroite liaison avec une firme privée, la firme BASF, et l'État allemand. Allemands, juifs, nationalistes, couverts d'honneur, riches, puisqu'ils touchaient un pfennig de royalty par kilogramme d'ammoniac, Fritz Haber proposait des solutions scientifiques et techniques aux industriels et aux militaires à mettre en œuvre sous sa direction. Il avait su devenir indispensable à tous, ce qui n'empêcha pas le célèbre chimiste de devoir quitter en hâte la présidence du Kaiser Wilhelm Institute de chimie en 1933 à l'arrivée au pouvoir des nazis, avant de mourir ensuite en Suisse l'année suivante. À Berlin, sur une stèle érigée en 1952 à sa mémoire, on peut lire, je cite, « Thémistocle est entré dans l'histoire non comme l'exilé à la cour du roi perse, mais comme le vainqueur de Salamine », manière de suggérer que Fritz Haber devrait rester dans les mémoires comme l'inventeur de l'ammoniac synthétique plutôt que comme celui du gaz moutarde.
mais les deux produits sont liés, participant à la fois de visées militaires et commerciales présentées conjointement par Haber au nom de la Grande Allemagne. Le traité de Versailles donna la possibilité aux Français, aux Britanniques et aux Américains d'inspecter les usines d'ammoniac allemandes, de copier les plans et de questionner les techniciens allemands. Les représentants des pays vainqueurs ne s'en privèrent pas et des usines d'ammoniac furent bientôt en chantier, comme celle de Billingham en Grande-Bretagne ou celle de Toulouse en France. L'usine qui a explosé en septembre 2001 en causant les dégâts que vous savez à Toulouse. L'ammoniac ne fut pas le seul produit de synthèse. Les guerres mondiales furent en effet marquées par l'apparition d'une multitude d'ersatz, pour reprendre le mot allemand de produits de substitution. Ce fut le cas du caoutchouc, en particulier, que BASF remplaça partiellement par un produit dérivé de l'isoprène pendant la Première Guerre mondiale. Les recherches des chimistes de BASF se poursuivirent dans les années 20 et 30 avec la mise au point du Buna, d'un caoutchouc synthétique qui s'appelait le Buna. Et à partir du printemps 1942, une usine de Buna fut implantée dans le voisinage immédiat d'Auschwitz. Cette usine prit le nom d'Auschwitz III Monowitz, usine qui employa 35 000 détenus, dont de nombreux chimistes, y compris le chimiste et écrivain Primo Levi, employé dans l'usine de la Buna. 35 000 détenus, dont 25 000 moururent. La proximité des dirigeants d'IG Farben avec les SS, il y a des documents par lesquels on sait que le chef des SS, Himmler, en personne, visita le chantier de la Buna lors de sa seconde visite à Auschwitz le 17 juillet 1942, en compagnie de dignitaires d'IG Farben, amena les dirigeants de la compagnie chimique à être jugés et à être condamnés au tribunal de Nuremberg, dont nous commémorons actuellement le 60e anniversaire. De leur côté, les Américains mirent au point un caoutchouc synthétique pendant la Seconde Guerre mondiale qui couvrait l'essentiel de leurs besoins en 1945. Un autre produit important de substitution était l'essence synthétique. L'essence synthétique était obtenue par hydrogénation du charbon, un procédé à haute pression, qui avait été développé à la Leuna par IG Farben encore, et parallèlement par les Britanniques. Mais l'essence synthétique, telle qu'elle est développée dans les années 20, n'était absolument pas rentable, compte tenu de la disponibilité du pétrole. En revanche, le gouvernement nazi, dès 1933, soutient financièrement le programme d'essence synthétique, et de fait, l'essence synthétique permit au régime nazi de poursuivre son effort de guerre, alors que les approvisionnements en pétrole étaient largement compromis. Plusieurs dizaines d'autres produits synthétiques, d'autres ersatz, furent fabriqués par IG Farben à l'instigation du gouvernement allemand dans le cadre de l'économie de guerre. On peut donc dire que le régime allemand plaça la chimie au cœur de son effort de guerre, plus que chez les Alliés, chez qui la recherche d'ersatz n'était pas aussi prioritaire, et de son programme criminel. IG Farben, enfant chéri du régime nazi, surtout d'ailleurs après que Karl Bosch ait été écarté en 1937 au profit des dirigeants nazis Krausch et Schmitz, condamnés à Nuremberg, était l'un des piliers industriels, scientifiques et idéologiques du régime. La chute du régime nazi, de fait, entraîna la chute d'IG Farben, démantelée en 1950 par la Haute Commission interalliée. Parallèlement à ces produits de synthèse, la chimie se caractérisait aussi dans ses relations avec le monde militaire par le développement d'armes nouvelles. Parmi ces armes nouvelles, il faut d'abord parler des gaz de combat. L'industrie chimique des deux guerres mondiales, en effet, scande l'histoire longue de la production de poudre, mais se greffe sur cette histoire longue une autre histoire spécifiquement liée aux guerres mondiales et, pour tout dire, produite par la spécificité de ces guerres. C'est d'abord celle des gaz de combat. Le 22 avril 1915, sur le front d'Ypres, en Belgique, une unité allemande formée spécialement pour l'occasion
ouvrit quelques 6000 cylindres de chlore sous l'œil attentif d'officiers de l'état-major et du chimiste Fritz Haber qui avait mis au point le procédé. Dans l'après-midi finissant, un nuage de gaz jaunâtre, lentement poussé par la brise, envahit bientôt les positions françaises, en l'occurrence, et suffoqua les soldats qui ne s'étaient pas enfuis assez vite. L'image de ces malheureux, pris par surprise et asphyxiés, frappa de manière indélébile les opinions publiques et fit des gaz de combat le symbole d'une guerre affreuse d'où tous les principes éthiques semblaient bannis. Et puis rapidement, les troupes furent équipées de masques rudimentaires et les Alliés aussi se lancèrent dans la fabrication de gaz de combat. On mobilisa de part et d'autre les meilleurs chimistes qui rivalisèrent pour mettre au point, en hâte, des gaz chimiques organiques plus efficaces que le chlore, comme le phosgène et surtout le fameux gaz moutarde introduit par les Allemands en juillet 1917, qui tuait par contact et plus seulement par inhalation, et qui rendait donc les masques partiellement inefficaces. Une innovation française, bientôt imitée par tous, consista à projeter les gaz au moyen d'obus spécialement conçus. On mettait du gaz dans les obus. À la fin 1917 et en 1918, les gaz de combat étaient massivement utilisés par les belligérants. Cette production de gaz est un épisode important qui mobilisa des milliers de chimistes et d'ingénieurs. Les belligérants européens produisirent l'essentiel des gaz, à peu près 100 000 tonnes pour l'Allemagne, 31 000 tonnes pour la Grande-Bretagne et la France, 7 000 tonnes pour les États-Unis, dans des installations diverses et assez mal connues. Les emplois militaires massifs n'étant avérés que pendant la Première Guerre mondiale, la question semble disparaître après la signature des protocoles de Genève en 1925 qui interdisent l'utilisation des gaz. Protocole de Genève signé par de très nombreux pays, à l'exception notable des États-Unis. Les historiens sont d'accord aujourd'hui. Les gaz de combat n'eurent pas les effets militaires escomptés par Haber et par les états-majors. Haber qui espérait que les gaz allaient mettre fin à la guerre de tranchées et relancer la guerre de mouvement. Il est clair que les pertes humaines liées aux gaz de combat furent relativement faibles, moins de 1% des pertes militaires, et que l'emploi des gaz demeura toujours hasardeux, notamment en raison de leur dépendance aux conditions météorologiques. Il suffit par exemple d'une saute de vent pour que les gaz qui se dirigent vers une position ennemie reviennent vers ceux qui les avaient lancés. Mais l'emploi des gaz pendant le conflit mondial est un fait capital qu'on ne saurait sous-estimer car il ouvre une nouvelle ère, caractérisée à mon sens par deux éléments saillants. La première chose, c'est que les arsenaux militaires des grandes puissances ont inclus des armes chimiques, malgré le traité d'interdiction de Genève de 1925 et un nouveau traité en 1972, des armes testées de manière plus ou moins clandestine dans l'entre-deux-guerres pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide. Aux États-Unis, par exemple, les capacités de production de gaz militaire ne furent pas abandonnées puisque, à la demande insistante de certains militaires et de chimistes, les États-Unis ne signèrent pas les protocoles de Genève interdisant l'emploi de gaz de combat et le Chemical Warfare Service, le service de guerre chimique, a continué ses activités jusqu'à la fin du XXe siècle. Le laboratoire de chimie américain qui produisait les gaz de combat, après 1918, a partiellement recyclé ses activités, puisqu'il lui fallait désormais trouver des utilisateurs civils, et il a donc promu l'utilisation de gaz toxiques mais non mortels pour lutter contre les manifestations. C'est l'origine des gaz lacrymogènes et autres que l'on utilise, que les polices utilisent. Et il a également promu l'utilisation de gaz de combat dans des pièces spécialement aménagées pour les exécutions capitales. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, le premier État à utiliser le gaz comme moyen d'exécution fut l'État du Nevada en 1924. D'autres États suivirent et le gaz est toujours
dans certains États américains, un moyen d'exécution, donc suite au recyclage, en quelque sorte, des gaz de combat. Donc la première chose, c'est l'inclusion des armes chimiques dans les arsenaux militaires. Et il est clair que les États-Unis, l'Union soviétique en particulier, ont produit massivement des gaz de combat jusqu'à la fin du XXe siècle, des gaz d'ailleurs particulièrement toxiques et particulièrement difficiles à détruire aujourd'hui. Deuxièmement, la guerre se pense désormais comme une guerre d'extermination. La Première Guerre mondiale, première guerre démocratique de l'histoire, au sens de la mobilisation des démos, des peuples, selon une formule de François Furet, encourage les savants et les militaires à penser la bataille en termes d'annihilation de masse humaine. Masses humaines qui font l'objet, depuis le début du XXe siècle, de toute l'attention des sciences sociales et biologiques. L'historienne Sarah Janssen a montré que Fritz Haber, après la guerre, s'est tourné vers l'élimination des insectes nuisibles dans les forêts allemandes, avec la collaboration d'entomologistes préoccupés par la destruction des parasites qui, selon eux, proliféraient dans les forêts, dans la forêt noire en particulier. Et donc, dans les années 20, on constate la multiplication des expérimentations sur les insecticides qui se font avec l'objectif dissimulé de destruction potentielle, éventuelle, d'êtres humains dans le cadre d'une guerre. C'est ainsi qu'en 1929, Fritz Haber développe un pesticide à base de cyanure qu'il appelle le Zyklon et qui, à partir de 1942, sous une forme légèrement modifiée, est utilisé par les nazis pour exterminer les juifs dans les chambres à gaz, nazis qui désignaient précisément leurs victimes comme des insectes nuisibles. L'utilisation des gaz de combat n'est donc pas une parenthèse aberrante dans l'histoire des guerres. Elle est au contraire liée à la pratique des guerres et des politiques totalitaires pendant le siècle, c'est-à-dire à l'extermination de populations humaines pour obtenir la victoire militaire ou la création de sociétés nouvelles. Je remarque du reste que si les gaz de combat n'ont pas été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, ça n'est pas en raison ni des protocoles de Genève. Vous pensez bien que les régimes totalitaires n'en avaient que faire de ces protocoles, que ce n'est pas en raison donc de préoccupations éthiques, mais simplement, si j'ose dire, parce que les gaz de combat s'avéraient très difficiles à manipuler et à utiliser tactiquement dans le cadre d'une guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui est beaucoup plus que la première, une guerre de mouvement, une guerre de déplacement. Or, les gaz de combat conviennent essentiellement à des utilisations tactiques statiques dans le cadre de sièges, dans le cadre de guerres de tranchées. Et les sièges et les guerres de tranchées ont été inexistantes pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres de siège ont été relativement marginales, sauf sur le front Est avec le siège de Leningrad ou bien le siège de Stalingrad. Mais les Allemands n'ont pas utilisé ces gaz parce qu'ils avaient d'autres stratégies et d'autres tactiques, parce que c'était difficile, aussi peut-être parce qu'ils pouvaient craindre la réplique immédiate de la part des Soviétiques qui disposaient en quantité assez faible de gaz de combat également. Je mentionnerai également l'utilisation plus récemment de gaz de combat par Saddam Hussein pour éliminer une partie de sa propre population, de population kurde en particulier, gaz utilisé à la fin des années 80 et qui font l'objet d'ailleurs d'une procédure pour crime contre l'humanité dans le procès qui vient de débuter contre Saddam Hussein. Les gaz de combat donc. Le deuxième élément nouveau développé par les chimistes en collaboration avec les physiciens, c'est l'armement nucléaire, ce sont les bombes atomiques. Début août 1945, en effet, les flashs aveuglants qui dévastent Hiroshima et Nagasaki font instantanément passer le projet Manhattan du secret le plus absolu à la une de l'actualité.
Une semaine après les explosions atomiques, le portrait du charismatique Robert Oppenheimer orne la couverture de Life magazine. Le récit traditionnel de l'histoire du projet Manhattan réserve les premiers rôles aux grands noms de la physique nucléaire. Les physiciens ont fasciné les historiens, qui ont globalement repris à leur compte leur point de vue. Pourtant, les chimistes ont joué un rôle essentiel dans la fabrication de bombes atomiques. Ils furent présents dans les grandes étapes du projet. D'abord, dans la fabrication du graphite. On sait que le graphite pur est utilisé comme modérateur dans un réacteur nucléaire pour ralentir le flux neutronique. Or, le graphite, généralement disponible, contenait des impuretés qui auraient étouffé les réactions en chaîne. Plusieurs centaines de chimistes américains se sont donc mobilisés pour fabriquer du graphite exempt d'impuretés. Ensuite, dans la séparation chimique du plutonium et de l'uranium, opérée aux États-Unis sur le site de Hanford, dans l'État de Washington, par des chimistes et des ingénieurs chimistes de la firme Dupont de Nemours, ingénieurs qui, comme je l'ai montré dans le livre aimablement cité par Philippe Hernandez tout à l'heure, avaient développé le nylon dans les années 1930. Il faut retenir de cela que le projet Manhattan n'est pas une prouesse scientifique de physiciens. Il doit être absolument replacé dans l'histoire de l'industrie et dans l'histoire de la chimie dont il est l'une des variantes. Cette histoire ne se résume d'ailleurs pas à la firme chimique Dupont de Nemours, même si elle en fut certainement l'acteur principal. On sait encore peu de choses de la firme Kodak, de Union Carbide, pour ne nommer qu'elle dans le projet Manhattan, et il est possible que des explorations de ce côté reconfigurent les savoirs sur la fabrication de bombes atomiques. Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement dire que le projet Manhattan fut le fruit d'une rencontre entre deux courants historiques qui jusque-là s'ignoraient. D'une part, un demi-siècle de recherche en physique nucléaire, demi-siècle qui trouva son aboutissement en 1942, avec la première réaction en chaîne de l'histoire, réalisée par le physicien italien Enrico Fermi sous le stade de l'Université de Chicago. D'autre part, un demi-siècle de production de masse dans l'industrie chimique qui débuta dans les premières années du XXe siècle avec la synthèse de l'ammoniac et les techniques de chimie de haute pression et qui atteignit son apogée avec la production du nylon dans les années 30. La constitution de l'arsenal nucléaire réclama le travail des scientifiques les plus pointus et celui de spécialistes de la production industrielle, exactement comme certains produits emblématiques de la recherche chimique de l'entre-deux-guerres, comme le nylon dans les années 30. Dans les deux cas, une rencontre s'opéra entre scientifiques, ingénieurs, rencontre aisée dans le cas du nylon, dans la mesure où les chimistes étaient des employés de Dupont, où les attributions des uns et des autres étaient assez bien définies, et où chimistes et ingénieurs chimistes partageaient une culture scientifique voisine. Rencontre moins aisée avec le projet Manhattan, en raison de cultures très différentes et d'oppositions institutionnelles entre les scientifiques et les militaires. Mais dans les deux cas, le nylon et le plutonium devaient être produits à grande échelle, que ce fût pour la rentabilité commerciale ou l'efficacité militaire. En ce sens, ils constituèrent après-guerre un paradigme très persuasif de l'efficacité, un paradigme d'efficacité d'autant plus vivace que les mêmes chimistes et les mêmes ingénieurs avaient travaillé sur les mêmes produits. Après-guerre, aux États-Unis, il est très courant de parler de projet Manhattan à propos d'un peu de tout et n'importe quoi. On parle de projet Manhattan contre le cancer, de projet Manhattan contre la pauvreté. Et on veut dire par là la mobilisation rapide, efficace de scientifiques, d'ingénieurs, avec tout l'argent qu'il faut, donc de la mobilisation de capital humain et de capital financier sur un projet spécifique disposant de priorités. Deuxièmement, le rôle des chimistes dans le projet Manhattan a été globalement sous-évalué, sous-estimé par rapport à celui des physiciens. Pourquoi ? Je pense qu'on peut identifier deux grandes raisons.
D'abord, il convient de considérer le poids politique considérable des physiciens, poids qui se fit largement sentir après-guerre lorsque, auréolés de leur succès, les physiciens occupaient des positions de pouvoir dans les universités et les administrations fédérales. De telle sorte que les historiens ont repris à leur compte le discours des physiciens, en qualifiant par exemple la Deuxième Guerre mondiale de guerre des physiciens, comme si les questions chimiques avaient été secondaires et laissées à des comparses sans influence. Ensuite, la principale firme chimique qui avait groupé sous son égide les scientifiques et les ingénieurs, DuPont, adopta après-guerre un profil bas au sujet d'une aventure industrielle moralement problématique, elle qui ne tenait guère à ce que des controverses éthiques et politiques viennent entraver ces ventes fabuleuses de nylon et d'autres produits de grande consommation. 3 grands secteurs chimiques doivent ainsi être envisagés lorsqu'on considère le problème de la chimie et des guerres mondiales. D'abord, donc, le problème des poudres et des explosifs. Et là, les historiens ont clairement besoin de travaux supplémentaires, en particulier de travaux relatifs à la production de poudre en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais on peut dire globalement que le secteur de la chimie des poudres et explosifs est à peu près stabilisé au moment de la Première Guerre mondiale. C'est un secteur qui renouvelle l'utilisation de l'artillerie. C'est un secteur qui permet l'utilisation de tirs de campagne massifs, de tirs de choc et d'effroi, comme on dit dans l'armée américaine, shock and awe, de tirs d'artillerie préparatoires à la couverture du terrain militaire. Et clairement, l'artillerie et la pratique militaire qui sort très auréolée de ces exploits à la fin de la Première Guerre mondiale. Ensuite, le domaine des produits de synthèse, dont l'ammoniac, qui me semble particulièrement important, produits de synthèse qui sont vus et dans le monde militaire et dans le monde civil comme en mesure de pallier les interruptions de commerce, les difficultés d'approvisionnement relatifs à l'exercice même de la guerre. J'ai nommé un certain nombre d'ersatz, mais il faudrait aussi mentionner des ersatz alimentaires, bien sûr. Enfin, le secteur des gaz et de la bombe atomique, secteur nouveau, généré par les guerres mondiales, proprement dites, et qui ont ensuite laissé un impact profond sur la manière dont les sciences chimiques étaient pratiquées, en particulier pendant la guerre froide. La mobilisation des chimistes pendant les 2 guerres mondiales s'est prolongée après 1945 dans le cadre de la mobilisation scientifique massive au service de la constitution d'arsenaux militaires, que ce soit des arsenaux nucléaires ou des arsenaux d'armes conventionnelles. Ces 3 secteurs-là, le secteur des poudres, le secteur des produits de synthèse, le secteur des armes nouvelles, sont liés les uns aux autres. Voyez l'ammoniac de synthèse, par exemple, qui a par exemple été mis au point pour fabriquer de l'acide nitrique et donc des explosifs. Et donc, il entre à la fois dans la catégorie des produits de synthèse et dans la catégorie des explosifs. De même, les gaz de combat procèdent-ils de l'industrie des colorants et de l'industrie des explosifs? Ce sont les chimistes des colorants les plus prestigieux qui se sont attelés à la tâche de production de gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale. Mais chacun de ces domaines a créé des savoir-faire et des industries spécifiques. Pris ensemble, ils délimitent les contours d'une industrie remarquablement centrale dans la guerre moderne. La chimie a en effet contribué à l'énorme augmentation de puissance destructrice des armes. Elle a autorisé la mise en action d'une nouvelle manière de penser la guerre, la conquête, l'occupation du terrain, l'élimination massive des hommes et même les procédures d'anéantissement. Parmi les morts des 2 guerres, on compte des millions de disparus qu'on pourrait appeler chimiquement anonymisés, enfouis, vaporisés, brûlés. Abel Gance, dans un très beau film,
serait songeur sur la guerre mondiale, un très beau film de l'entre-deux-guerres, présente une vision assez apocalyptique des morts de la Première Guerre mondiale qui se relèvent en quelque sorte du champ de bataille et qui défilent avec les vivants en quelque sorte. Et donc on a affaire à une sorte d'armée de fantômes. On a calculé à partir du 14 juillet 1919, on a calculé à partir du défilé de la victoire du 14 juillet 1919. Ce défilé était le premier en France défilé victorieux d'un 14 juillet, après la Première Guerre mondiale. Et c'est un défilé qui a duré une bonne partie de la journée, puisque les troupes ont défilé sur les Champs-Élysées. Les maréchaux et les généraux étaient près de l'Arc de Triomphe, près de la flamme du soldat. Non, la flamme n'était pas installée, donc elle était près de l'Arc de Triomphe, pardon. Et saluaient les troupes françaises et puis des contingents américains, britanniques et autres qui passaient. Le défilé, disais-je, a duré une partie de la journée. Puis on a calculé que si les morts dépeints par Abel Gance, justement, les morts de la Première Guerre mondiale, avaient dû défiler en compagnie des vivants, le défilé n'aurait pas duré une partie de la journée, il aurait duré 11 jours et 11 nuits. 11 jours et 11 nuits parce que les morts, dans les mêmes conditions de fréquence et de défilé, les morts, y compris les morts dont il n'avait pas de sépulture, les morts vaporisés par l'artillerie de la Première Guerre mondiale. La chimie de guerre est indissolublement liée au caractère moderne des guerres mondiales. Elle a été organisée en tant que production de masse pour des guerres de masse. Une chimie de travail scientifique et industriel, une chimie de flux continu, une chimie du nombre, une chimie de masse qui s'est largement prolongée après dans le cadre de la guerre froide. Et en ce sens, il est raisonnable de penser qu'une sorte de rencontre historique s'est opérée entre les idéologies du siècle, je pense au totalitarisme, mais pas seulement, au nationalisme aussi, et la chimie de guerre. Comme si la chimie, au-delà de son efficacité militaire, de son efficacité tactique et stratégique sur les champs de bataille, au-delà de la mobilisation des hommes, des laboratoires, au-delà de l'organisation des industries pour produire des poudres, des explosifs, de l'ammoniac, de l'acide nitrique, des gaz de combat, au-delà de cet énorme effort de production scientifique et industrielle, comme si, disais-je, la chimie, de par la manière dont elle pense la guerre, de par la manière dont la destruction des armées ennemies, voire des peuples, est envisagée, comme si la chimie avait été en phase, en quelque sorte, avec les idéologies du siècle, des idéologies qui se sont préoccupées non seulement de gagner les guerres, après tout, les guerres doivent se gagner, aujourd'hui comme hier, mais aussi de faire disparaître l'adversaire. Les guerres mondiales se caractérisent aussi par le souhait, la volonté de faire de telle sorte que ce soit les dernières guerres, les guerres de destruction radicale de l'adversaire. Et donc, il est raisonnable de penser, disais-je, que cette rencontre s'est opérée entre la chimie, peut-être plus encore que d'autres sciences, que d'autres savoirs scientifiques et pratiques scientifiques, et le XXe siècle. En cela, la chimie de guerre et l'étude de la chimie de guerre permet de délimiter les contours à la fois de pratiques, de savoirs dans le champ de l'histoire des sciences, mais aussi de pratiques, de discours dans le champ politique et dans le champ idéologique proprement dit. Je vous remercie.